Bonjour tout le monde, bienvenue pour le deuxième épisode. On est toujours en vie, on a réussi à sortir le premier et on se relance sur le deuxième. Avec moi toujours Sheya, je n'oublie pas le H ce coup-ci. Bonjour à toi. Et Bad Sagloton, toujours présent. Yep, bonjour, bonjour. Donc oui, deuxième épisode, on se lance, on apprend sur le tas toujours. On va essayer de faire ça toujours un petit peu mieux. Déjà, moi de mon côté, j'ai essayé de prévoir, de mettre en place tout le podcast sur iTunes. Il y a encore un peu de boulot, tout ça. Parce que, Ah, on va pas se génial. mentir, on a eu une vingtaine d'écoutes le mois dernier. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Moi, je suis très content personnellement Ah oui, c'est bien. pour un truc fait dans un coin, mais on va essayer de se développer un petit peu. Il y a d'autres trucs à faire pour ça. Ça va être un peu mon boulot. Enfin, n'hésitez pas si jamais vous avez vous-même des idées. Je te Dites-moi laisse ce que vous gérer. voulez et on mettra ça en place. Sinon, comment tout le monde va, Sheya? La forme? Ah, la forme est exponentielle aujourd'hui. On l'entend un petit peu. Ça va mieux n'aller pendant l'enregistrement. Ça On devrait se espère. régler. Pas de singleton. Ah oui, c'est la forme. On en profite, il fait beau dehors. Pas trop chaud, c'est parfait pour faire du vélo. On se réchauffe pas. Bonne nouvelle. Alors, on va partir et c'est toi qui va commencer, Bad Singleton, parce que c'était ton choix d'animer ce coup-ci. Ouais, c'est moi qui ai le Et malheur et ou l'honneur. on est Donc, donc parti pour A Place Further Than the Universe. yes. Aujourd'hui, on s'en va en Antarctique faire changement de la chaleur d'été. Je sais pas s'il y a des auditeurs en France, mais ici au Québec, il a fait plutôt chaud. Donc, A Place Further Than the Universe, c'est l'histoire de Mari Tamaki, aussi connue sous le nom de Kimari, pardonnez-moi. C'est une fille bien ordinaire, deuxième année de l'école secondaire, qui se rend compte un jour en se levant que sa vie est en train de lui passer sous les yeux. Elle décide donc de partir à l'aventure, prendre le train et aller à quelque part sans destination, juste pour le fun comme ça, sauter un jour d'école. Elle demande à son ami Megu de l'aider. Euh, Megu, bonne joueuse d'équipe, qui appelle en se faisant passer pour la mère de Kimari, qu'elle va être absente à l'école. Kimari part à l'aventure, mais il pleut, fait qu'elle décide de ne pas y aller. Euh, Plus tard, elle va trouver une enveloppe d'1 million de yens qui appartient à Shirase Kobuchizawa, aussi connu sous le nom de Antarctique, et elle va se lier d'amitié avec elle. Elle va être très curieuse du fait que Shirase veut partir en Antarctique. Elle se demande pourquoi. Shirase veut y aller parce que sa mère était membre d'une équipe d'expédition et elle a disparu dans la dernière expédition il y a 3 ans plus tôt, et elle veut pouvoir la retrouver. Après cette liée d'amitié, elle va décider de partir elle aussi en Antarctique, plus que ça coûte cher. Je veux dire, Shirase avait une enveloppe d'1 million de yens. Elle va devoir se trouver un emploi. Et c'est là qu'elles vont rencontrer leur troisième complice, Hinata, qui, elle, ne va pas à l'école. Elle fait un peu ça par correspondance. Je crois que même qu'elle a fini ses examens. Mais elle est trop jeune pour entrer à l'université. Elle est un peu entre deux, puis elle voudrait faire quelque chose de grandiose. Elle aime bien la relation que Shirase et Kimari ont l'air d'avoir. Donc elle décide de se greffer au groupe. Mais c'est bien beau ça aller en Antarctique, sauf c'est pas facile, on s'entend, c'est loin. Elles vont essayer de s'incruster dans la nouvelle mouture de l'expédition qui part. Bien entendu, ça ne marchera pas très bien. Et c'est là qu'elles vont rencontrer Yuzuki, qui, elle, est une enfant star, qui doit se rendre avec l'expédition pour faire des capsules vidéo et faire un peu de la pub, faire connaître l'expédition. Elles vont se lier d'amitié. Yuzuki, qui n'a pas vraiment d'amis, qui a tout le temps beaucoup de contrats, aller faire des pubs, aller faire des photoshoots, des tournages de films. Et Yuzuki va finalement s'imposer et dire « Je n'y vais pas si les trois autres n'y vont pas avec moi ». C'est comme ça que nos 4 comparses vont pouvoir se rendre en Antarctique. Le destin est scellé. Mais on s'entend que c'est pas juste l'histoire de s'y rendre. Elles vont y aller et elles vont vivre toutes sortes d'aventures, toutes sortes de choses, de conflits qui vont qui vont les faire grandir et devenir des meilleures personnes. On l'espère. Oui, d'ailleurs, comme on dit, on est de toute façon parti pour spoiler complètement l'anime. Mais il faut pas s'inquiéter, le fait que les filles arrivent en Antarctique, c'est de toute façon spoilé dans le générique. On sait qu'elles vont y aller, on les voit en Antarctique, on les voit en train de tout faire, donc Puis ne d'ailleurs, vous j'ai inquiétez trouvé pas pour ça. ça.
J'ai trouvé ça vraiment. Par exemple, moi, quand j'ai vu l'opening, justement, je me disais, ah bah, tout l'animé se passe en Antarctique. Mais en fait, c'est juste comme les 3 ou 4 épisodes de la fin, c'est ça? Ah, C'est ça, c'est ça. ouais, à peu Je près pense que ici. Elle s'y rend sur le tard, mais c'est pas le fait de se rendre. C'est pas le fait d'être en Antarctique, c'est le voyage comme tel C'est qui est ça. important. l'important c'est le voyage, mais pas la destination. Exactement. Phrase bateau numéro un. Je vais commencer la présentation des personnages. Donc la première, qui est la personnage principale, c'est Mari Tamaki. Donc c'est une fille un peu coup de tête qui décide un beau jour que la vie qu'elle mène ne lui convient pas, qu'elle a été trop enfant modèle, et qui donc demande à une de ses amies de la couvrir pendant qu'elle fait comme une fugue et sèche l'école pour prendre le train à destination de nulle part. Évidemment, le coup de tête marche pas très bien et elle a pas les gosses de le faire. Donc le matin même, elle se rend en cours après avoir rasé, je pense, 1 ou 2 heures de cours et après avoir faké le fait qu'elle serait malade. En chemin, elle a donc trouvé une enveloppe contenant 1 million de yens, qui est l'enveloppe de Shilase pour se rendre en Antarctique. Au moment où elle va lui rendre, Shilase lui explique un peu pourquoi elle va aller en Antarctique, et c'est donc là qu'elle décide, elle, de se joindre au voyage, parce que elle a envie de faire quelque chose avant de passer à l'université, puis de marquer les esprits. Ensuite, donc on a Shilase Kobuchizawa, qui est surnommée Antarctique par tout le monde. Sa mère, plus jeune, est partie en Antarctique et n'est jamais revenue de sa mission. Donc Shilase veut, soi-disant, aller en Antarctique pour retrouver sa mère et s'est mis en tête donc de rejoindre une expédition qui part sous peu. Elle est un peu la risée de toute l'école. Personne ne croit trop à son projet. Elle est convaincue qu'elle va y aller, mais ça fait d'elle un peu une recluse et pas grand monde veut lui parler. Donc son amitié avec Tamaki va l'amener à être un petit peu plus sociale. Ensuite, on a Hinata Miyake. Donc elle, c'est la fille du part-time job de Mari. Donc comme il a été dit plus tôt, elle a arrêté l'école et elle a passé ses examens et fait ses cours en ligne. En attendant d'aller à l'université parce qu'elle n'a pas l'âge, elle travaille dans le combini. Elle a vu donc les 2 filles, Mari et Shirase, qui viennent souvent. Et elle trouve que leur amitié a l'air assez sympa. Donc elle décide un peu d'elle-même de se joindre au groupe sans vraiment demander de l'avis de personne. Elle, ça va être un peu la fille rayon de soleil qui, qui met tout le monde de bonne humeur, qui a tout le temps la pêche. C'est un peu le petit clown du groupe. Et enfin, on a Yuzuki Shilashi, pardon, qui est l'enfant star. Donc elle, comme il a été dit plus tôt, elle est forcée d'aller en Antarctique et ça la tente pas du tout. Donc elle fait tout en fait pour ne pas y aller. Et au départ, le plan c'était justement que Shilase la remplace et elle de pas y aller. Le problème c'est que si c'est elle qui est envoyée, c'est justement pour faire la promo de la mission, que ça fasse un peu de pub et que ça amène des sponsors. Donc on s'entend qu'une fille complètement inconnue ne peut pas la remplacer, étant donné que ça fait zéro pub à rien du tout. Donc finalement, comme elle finit par se lier plus ou moins d'amitié avec les 3 autres filles, elle met un peu la pression à sa production, disant que si les 3 autres filles n'y vont pas, elle n'ira pas non plus. Donc elle, c'est un peu une fille qui a jamais eu d'amis. Elle est très mauvaise en relations humaines et comprend pas trop comment réagir avec les autres. Donc après, on a beaucoup de personnages secondaires, notamment la plupart des team members de l'expédition. Je vais vous en présenter 2 ici qui sont, selon nous, les 2 plus importants. Donc on a Gin Todo, c'est celle qui commande l'expédition en Antarctique. Elle a été l'amie en fait de la mère de Shilase.
Elle était là lors de l'expédition où sa mère a disparu. Donc là, elle reprend le commandement de la nouvelle mission qui a pour but donc de retourner en Antarctique en premier lieu et de construire un observatoire d'étoiles. Ensuite, on a Megumi Takahashi. Megumi Takahashi, c'est la meilleure amie de Mari. Elles se connaissent depuis le jardin d'enfants. Elles ont toujours été ensemble. C'est un peu la figure de grande sœur que Mari n'a pas chez elle. That's it. Ok, alors côté technique, il y a un petit peu à dire. Déjà, on est sur une série donc, de 13 épisodes sortis en hiver 2018, diffusés à un assez gros créneau horaire. Ils avaient le prime time du mardi à 20h30, ce qui n'est quand même pas rien. C'est partie des moments où les animes qu'on veut faire fonctionner passent. Et 20h30, en fait, c'est aussi assez intéressant parce que ça, je pense, cible un petit peu le genre de personne. On n'est pas sur une anime qui va cibler les enfants, mais plus les adultes. Le studio qui s'en occupe, c'est Madhouse. Alors, bon, Madhouse, comment présenter Madhouse c'est peut-être un des plus gros studios actuels. C'est Hunter x Hunter 2011, Hajime no Ippo, The Tatami Galaxy, One Punch Man, Hellsing Ultimate, Redline, les films de Satoshi Kon et les films de Mamoru Hosoda. Et ça, c'est qu'une partie de ce qu'ils font. Sans oublier No Game No Life, très important. Il y a toujours une pub dans chacun de leurs animes. C'était dirigé par Shizuka Atsuko, qui a ensuite été directeur, enfin qui avant ça a été directeur sur No Game No Life, qui est rentré chez Madhouse en 2004, alors qu'elle avait surtout bossé sur des shorts en solo, qui dirige. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'assez impressionnant. Elle a dirigé son premier animé en 2009 avec Aoi Bungaku. Elle avait 27 ans. Wow. On parle de quelqu'un à 27 ans, elle dirige sa première anime pour un studio comme Madhouse. Ok. Non, c'est quelque chose, hein. C'est pas n'importe qui. Et donc ouais, après ça, elle a été sur No Game No Life, une autre série avec une DA, alors qu'on apprécie ou pas, mais quelque chose vraiment d'extrêmement prononcé. Ouais, la facture visuelle était étonnante, était très intéressante. Il y a un style, hein. Il y a un style d'ailleurs qu'on retrouvera dans A Place Further Than the Universe, même si, vu qu'on est un peu plus ancré dans le réel, on aura moins de flash qu'on a pu trouver dans No Game No Life. Donc ça, c'est la directrice en général du projet. Au son, on a Aketawa Jin. Le mec a un CV. Il a bossé sur tout. Pour Shea, Fruit Basket, c'est lui. Pour moi, Ice Core Girl, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Zega Pain. Et pour Bad Singleton, bon, forcément, A Place Further Than the Universe. Oui. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui auraient pu t'intéresser. Mais en fait, c'est drôle parce que Position de son, c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais il y a peut-être juste 5-6 personnes qui le font. Parce que c'est le mec qui est au studio d'enregistrement des VA. Ils font à peu près tous les animes. Ils sont juste 4 ou 5. Et Aketawa Jin, je pense qu'il en fait quoi, au moins la moitié? Ah non, mais il a un CV, c'est fou. Hein. Ouais. Il dort jamais, le mec. Probablement pas, non. Côté Seiyu, alors je vais parler principalement des 4 filles principalement. Pour Shirase, on a Anazawa Kana. Alors, entre autres, c'est Kosaki dans Nisekoi, Hinata dans Sangatsu no Lion, Nadeko dans Bakemonogatari, Shiro dans Deadman Wonderland, et spécialement pour moi, c'est Shibo dans Blame. Allez voir Blame si vous avez l'occasion. Pour Hinata, donc, c'est Iguchi Yuka, qui est à la fois Mako dans Bokurano et aussi Mako dans Girls and Panzer, deux persos qui ont le même nom. Kaga dans Kentai Collection pour les amateurs de Fibato, et Mitsuba dans Owari no Seraph. En parlant d'Owari no Seraph, Ayanami Saori, qui est la doubleuse de Yuzuki, il joue Shinoa. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Kokoro dans Darling in the Franxx, et Saki dans Higashi no Eden, et Amélie dans Irumakun. Pareil, je place les animes que je regarde du moment. Et pour finir, alors une que je connais moins, Minase Inori, qui donc est le rôle de Kimali.
Elle a plus eu des rôles. Elle a peut-être un petit peu moins de variété de rôles que les autres, dans le sens où elle fait vraiment plus des petites filles. Elle fait Chito dans Girl Last Tour. Regardez Girl Last Tour. Ciel dans une saison de Precure à la mode. Somali dans Somali and the Forest Spirit. Donc c'est quand même, ça a jamais été des débutantes. Hein. Ils ont un très beau cast encore une fois. C'est aussi Rem. Ah, ReZero, oh là, oui. Désolé, j'ai raté celui-là. C'est genre la plus connue. Ah oui, en plus, c'est vrai. Bah, moi, j'ai vu Girl Last Tour, j'ai fait, non, je parle de Girl Last Tour. Bon, Je suis d'accord avec ça. Bien plus qualité que ReZero. Et donc, bah, avec ça, voilà pour le staff. On va pouvoir commencer notre petite partie débat. Là, le débat. Qui est-ce qui ouvre les hostilités? Je peux lancer avec un des premiers points. Bon, déjà, il faut noter, le principal thème de l'histoire, c'est pas spécialement l'Antarctique. L'Antarctique, c'est la toile de fond, c'est l'objectif Le prétexte. de ce qu'elles veulent faire. Mais en vérité, toute l'anime tourne autour des relations d'amitié que chacune vont développer ou vont se transformer au cours du temps, en sachant que chacune des filles a déjà une histoire passée, une histoire qu'elles ont avant de se rencontrer. Elles ont l'histoire qui va se développer à travers leur rencontre, à travers leur échange, et on imagine qu'il y aura de toute façon des choses derrière, bon, qui ne seront pas traitées, mais que ça ne s'arrête pas là. On va vraiment suivre l'évolution de leur amitié et de l'amitié qu'elles ont pu avoir avec d'autres personnes à travers la série. En plus de ça, elles ont toutes eu un passé vraiment différent. Comme elles sont 4, mais il n'y en a aucune d'elles qui a vécu des amitiés pareilles. Par exemple, comme quand je parlais de Megu, justement, qui est la meilleure amie d'enfance de Marie, c'était une amitié qui avait l'air sympathique, que n'importe qui en fait pourrait avoir, que c'est comme sa grande... que en fait Megu se considérait comme sa grande sœur, mais j'ai pas l'impression que Marie considérait Megu comme une grande sœur tant que ça, c'est son amie. Mais Megu a tellement pris son rôle à cœur que ça en devient toxique pour elle et que elle assume pas que Marie puisse se faire d'autres amis en fait. Et qu'elle puisse prendre l'initiative par elle-même. C'est ça. Et rester derrière. Vraiment, oui, ça va être ça. C'est du côté de Kimali. On va vraiment l'évolution, le point de départ en fait, ça va être une amitié. Donc comme tu disais, qui était toxique, même si on s'en rend pas compte tout de suite. C'est sous-entendu assez souvent parce qu'on voit le personnage de Megu au fur et à mesure de l'évolution et de l'implication de Kimali dans. On le sent planer, mettons. Oui, c'est montré. Et c'est clairement expliqué, en fait, juste avant le départ, où, pour le coup, Megu arrive et lui explique, en gros, qu'elle veut plus être amie parce que bah, elle s'est rendue compte que c'était une amitié toxique. C'est une amitié toxique à la fois pour Kimali et à la fois pour Megu, parce qu'au final, Megu était dans un certain pattern de sa manière de gérer son amitié avec Kimali, et elle se rend compte que au final, ça lui fait pas du bien. Ni à l'une ni à l'autre, c'est classique codépendance. Les deux, comment dire en anglais, enable les comportements, des patterns qui sont pas bons ni pour une ni pour l'autre. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ça rend Megu très 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 détestable. Parce que la manière dont elle lui explique, on dirait clairement qu'elle sait que c'est toxique pour elle, mais qu'elle a aucune excuse. Comme elle assume que c'est comme ça, c'est tout, casse-toi, puis on se reverra jamais. Et après ça, elle lui envoie une photo de elle au pôle Nord. C'est assez spécial parce que justement, on n'a pas ce développement-là. On ne sait pas beaucoup ce qui se passe dans la tête de Megu, justement, à part des petits flashs ici et là, et très non-verbaux, plus ses réactions à ce que Kimali fait. Et moi, j'ai trouvé ça assez vicieux de la part de Megu d'arriver le jour du départ de Kimari, puis on dirait c'est l'espèce de dernier effort, quasiment d'autodestruction, de je veux pas que tu y ailles, puis je vais tout faire pour que tu puisses pas, même si ça finit par me nuire à moi aussi. Je l'ai pas pris comme ça, moi, de mon côté.
Alors c'est un point donc, qui est assez marrant, c'est que au final dans l'arc des histoires d'amitié, c'est à la fois le premier arc qui va être fini et c'est à la fois le dernier arc qui va être fini. Parce que l'arc semble fini en fait une fois que Kimali va partir pour l'Antarctique. Mais en fait, la dernière image de l'anime, la dernière scène, c'est le message de Megu qui lui fait bah écoute, moi je suis parti au pôle Nord, je suis parti me réaliser moi-même. Mais elle est partie se réaliser sur le même principe que Marie au final. C'est juste que elle n'a pas été au pôle sud, mais elle a été au pôle nord. C'est comme si c'est elle finalement qui avait suivi le chemin plus que Marie. Bah oui et non, parce qu'au final, elle l'a fait toute seule dans son coin et on n'en a jamais entendu parler. Elle s'est débrouillée toute seule pour y aller. Alors oui, peut-être que ça va créer en fait un côté plus qu'une amitié épanouissante, une amitié de rivalité. Le fait est que quand Megu arrive pour parler à Kimali avant son départ, elle vient lui dire clairement la vérité. Elle vient lui dire ok, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense pas, à aucun moment elle avait envie de l'arrêter en fait. C'est juste qu'elle a voulu régler la situation. Elle voulait passer à autre chose. Elle voulait elle aussi ne pas rester dans ce schéma négatif et faire en sorte que les choses évoluent. Donc moi je la déteste pas. C'est sûr que c'est particulier. C'est sûr que bah, Kimali est quand même bien gentil de l'excuser de la manière dont ça se passe. Parce que bah, elle lui a fait des crasses au final. On se rend compte en fait après que tous les petits incidents qu'elles ont pu rencontrer durant la préparation de l'expédition, une partie d'entre eux était de la faute de Megu. Mais oui, au final, c'est quand la déclaration de Megu, c'est aussi pour le bien de Kimali. Et non, vraiment, je pense pas qu'elle voulait l'arrêter. Je pense pas qu'elle disait non, non, je fais ça pour que tu n'y ailles pas. Ben, pas directement, mais plus, j'ai l'impression que c'était pour vraiment la décourager. Lui saper le moral. C'est plus comme ça que je l'ai vécu. Puis, moi, je pense justement que c'est le pardon de Kimali qui l'a poussé à se réexaminer, puis c'est ça qui a fait, ben, moi aussi je vais faire quelque chose de grand, je m'en vais au pôle Nord. J'ai du mal à la voir 100% méchante. C'est jamais que noir et blanc. C'est drôle parce que j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y aurait possiblement une deuxième saison de Place Further in the Universe. Puis je me suis dit longtemps, mais pourquoi faire ça? Pourquoi continuer plus loin? Puis je me rends compte que la deuxième saison pourrait se centrer sur Megu à la place. Comment est-ce qu'elle a fait son parcours? Parce qu'on s'entend, elles sont parties 3 ou 4 mois au maximum. Et en 3 ou 4 mois, Megu est rendue au pôle Nord. Comment elle a réussi cet exploit-là? Pourquoi pas? Après, quand on parle des quatre héroïnes, comme tous leurs arcs sont complètement finis à la fin de l'animé, je trouverais ça peut-être un peu étrange d'avoir une nouvelle saison. Mais bon, après, tout dépend de ce qu'ils en font. Mais Madhouse étant Madhouse, je serais assez surpris d'une deuxième saison. En tout cas, personnellement, j'en ai pas besoin. Oh, moi non Je vois plus. pas trop ça pourrait mener où non plus. Genre l'objectif est atteint, la fin était très belle, y a rien de plus à ajouter. Ben, ça, comme je disais, la seule chose que je pourrais imaginer qui serait bien, ce serait un spin-off sur l'histoire de Megu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et question développement de personnage. Si on passe à Sheila-C. En fait, justement, qu'on passe au développement des personnages, j'aimerais apporter un contrepoint à l'argument d'ouverture de Shea, où il disait que les 4 personnages ont tous des passés qui sont différents. Moi, au contraire, je trouve qu'il y a un parallèle entre Kimari et Yuzuki, du fait que leurs amitiés et leurs relations humaines étaient contrôlées. Yuzuki par sa mère, qui est aussi sa gérante, et Kimari qui était un peu contrôlée par Megu. Et de ce même, Hinata et Shirase, qui ont tous les deux des caractères très forts. Shirase qui est très in your face avec ça, qui n'a pas de problème, et Hinata qui essaie d'être plus gentil par rapport à ça. Mais les deux, de par leur force de caractère, ont beaucoup de difficultés à s'entendre avec les autres. Donc, je trouve que certains parallèles entre les personnages et certains arcs qui vont se ressembler par rapport à ça. Il y a des ressemblances, mais je pense que l'objectif des personnages, c'était vraiment de créer des situations plus ou moins différentes entre chacun et de les faire varier autour de ça. Après, oui, effectivement, il y a des ponts qui s'effectuent entre les deux. Mais tu vois, par exemple, pour moi, Kimali, c'était vraiment amitié toxique à la base, et Yuzuki, c'était de l'amitié intéressée.
où en gros les personnes qui voulaient être amies avec elle, c'était les personnes qui voulaient être amies avec un enfant star, et pas spécialement avec Yuzuki. Oui, effectivement. Je suis pas sûr que pour le coup la mère de Yuzuki a me pas donné l'impression, elle a un contrôle sur sa fille autour de sa carrière, mais je pense pas qu'elle ait de contrôle autour de ses relations d'amitié, de quoi que ce soit. Qui va se voir d'ailleurs parce que enfin Shirase, Hinata et Kimali, elles arrivent un peu de nulle part, et puis la mère elle a pas l'air plus enfin, globalement dans cet animé les parents ont pas l'air plus stressés que ça. Ah non! Ils sont Et, bien relax. je veux dire, moi j'ai mon enfant qui va prendre le train pour se barrer en Antarctique. Je l'accompagne à la gare, je l'accompagne jusqu'au bateau en fait. C'est pour dire, les parents de Kimali, elles se barrent le matin, c'est ouais, ouais bah amuse-toi See bien, you, hein, à la bye. prochaine. Ou Non, justement, c'est quand clair. la mère de Kimari apprend qu'elle va partir en Antarctique, et que pire, que Kimari a faké sa signature et veut demander la permission par après, euh, ça n'a pas l'air d'être C'est pas la une... fin du monde. Hein. C'est pas une très grosse histoire, qui est une des scènes que je trouve les plus marrantes de tout l'anime, avec le père qui referme doucement la porte et qui sait très bien c'est qui le boss dans la maison. Euh, mais C'est pas oui, mais ça. en fait, le contrôle de la mère de Yuzuki est indirect. Elle va beaucoup donner de travail à Yuzuki, c'est ça qui fait qu'elle n'arrive pas à se faire Oui. d'amis. Et justement, Yuzuki va dire, tu sais, elle veut une vie d'école, puis sa mère va dire, oh, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir passer les examens d'entrée pour l'université. Et Yuzuki, qui est fâché, qui répond, mais c'est pas parce que je veux faire les examens que je suis à l'école. Mm. Et donc ouais, c'est ça pour moi le point important de l'évolution de Yuzuki, c'est donc qui va découvrir ce qu'est l'amitié. En fait, c'est le personnage qui ne sait pas ce qu'est l'amitié. Toutes les autres le connaissent plus ou moins. Shirase peut-être pas trop parce qu'en fait t'as l'impression qu'elle a pas spécialement d'amitié, mais Yuzuki on va passer de la découverte et de comment en fait fonctionnent des relations d'amitié. Parce que Shirase a pas ce problème là. Yuzuki elle est complètement perdue. Enfin, Oui, ça se parce que voit au moment où elle veut faire le contrat d'amitié, les trucs comme ça. Elle voit ça, elle sait ce que c'est qu'un contrat parce qu'elle elle travaille déjà, elle fait tout ça, elle connaît ses contrats, ses trucs avec les marques. Et ça, c'est tout ce qu'elle fait. Mais à côté de ça, ouais, l'amitié, elle est complètement perdue. Mais moi, je voulais revenir sur l'histoire des parents. Genre, vous avez votre enfant là, vous êtes au Japon, on s'entend. Au Japon, les études là, c'est important. T'as ta gamine, elle arrive, elle est à quoi, seconde, première, un truc comme ça. Elle te dit qu'elle veut lâcher l'école pour aller en Antarctique. Ah Est-ce non, que tu vas la laisser y aller? elle ne lâche pas l'école. Elle Non, prend un mais congé. elle C'est une prend un petite congé pause. d'école, une petite pause de 3 4 mois quand même. Oui, mais au Japon, on s'entend que ça paraît quand même irréel qu'on te laisse faire ça. Mais Je sais Et pas, sa je sais mère, le pas. problème principal qu'elle a, c'est qu'elle a imité sa signature sur le truc. en premier lieu, c'est ça que je serais fâché. Que mon enfant ne m'en a même pas parlé et qu'il s'engage. Par contre, pour revenir sur la scolarité, elles en parlent, elles abordent le point un peu brièvement que oui, ça va possiblement impacter notre vie future, mais on va le faire pareil. Il y a possiblement aussi quelque chose de culturel au Japon, où ce que les adolescents sont un peu laissés à eux-mêmes, beaucoup plus d'indépendance qu'ici, qui peuvent ils sont encouragés à prendre plus d'initiatives dans leur vie. Peut-être que ça nous bloque un peu, mais effectivement, les parents ont l'air d'avoir très facilement accepté les décisions. Oui. Mais je pense que c'est plus un niveau culturel qu'autre chose pour le coup. C'est ce que je me suis dit en tout cas en regardant l'anime. Mais ça me fait quand même bizarre quoi. Le côté ah non non mais c'est bon, allez bonne journée et puis à dans 4 mois. Écoute, moi sur le coup, j'étais comme bon. Je sais que c'est pour le bien de l'anime là, si ta mère elle te laisse partir, y a pas d'anime non plus, mais crime, bats-toi un peu quoi. Ça aurait pris un 14e épisode. Enfin, même si on redéveloppe là-dessus, en fait, c'était là où je parlais tout à l'heure du fait que je trouvais ça un peu bizarre et que les persos existaient uniquement pour faire avancer leur ligne de récit. Il y a quand même des problèmes graves dans l'histoire. On parle d'intimidation, d'harcèlement, de deuil. Il y a quand même des choses, il y a quand même des choses pas légères. Et les enfants,
les filles, les jeunes filles, sont un petit peu livrées à eux-mêmes pour la résolution de ces problèmes. C'est qu'à aucun moment, il y a un adulte qui va faire. Hinata, bon, elle n'est pas déscolarisée, mais elle va plus à l'école, même si elle a fini son cursus et elle attend pour pouvoir rentrer plus tard. Mais on est quand même sur un truc où, avec ce qui s'est passé, aujourd'hui, elle va plus à l'école. Et elle, ses parents, on les a pas vus du tout. Alors, on les voit jamais. Et la puis, vie. a priori, c'est pas grave. Hein. Non, donc je trouve ça un peu bizarre. C'est des jeunes avec des problèmes assez lourds, voire parfois, je trouve un peu des problèmes de vieux qui m'allient le côté oh, j'ai rien fait de ma vie. Non, mais attends, t'as quoi? T'as 16 ans. Oh, écoute, on s'entend que tu commences à travailler au Japon, on travaille des longues semaines. Paraît-il que c'est le seul temps de leur vie pour vraiment faire quelque chose. Pour vraiment se lancer et faire des folies. Ouais, en général, ce qu'ils font, c'est qu'après l'université, je crois, ils s'en vont. Non? Il y a beaucoup de Japonais qui font ça. Ils vont à l'université, puis avant de travailler, ils se prennent un an de break, puis ils partent voyager partout. Puis après, ils reviennent, puis là, ils font leur vie de salarié normal. Ah, Enfin, si t'en es pas au à lycée. 16 ans, à 16 ans à te dire que, oh mon dieu, il faut que je fasse quelque chose de ma vie maintenant parce que plus tard, c'est foutu, je pourrai plus rien faire. C'est un petit peu sombre. Bah, je sais pas, je veux dire, à 16 ans, j'avais pas ce genre de considération. Mais je n'étais pas japonais, je vivais dans mon petit village français. c'est l'effet de la campagne française. Et ouais, donc, et résultat, je trouve que ça. Au final, les personnages n'existent véritablement que pour faire progresser leur ligne scénaristique. Ça sert aussi des personnages, mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de leur vie à côté, de comment ça se passe, plus que juste leurs problèmes et juste leur évolution. Ça aurait donné un petit peu plus de contenant, enfin de texture aux personnages. Après, est-ce que en 13 épisodes, il y avait le temps de faire ça? Il en aurait peut-être fallu un peu plus. Peut-être un peu plus, mais je pense aussi que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était aussi lié au public cible. Je pense pas qu'on soit en train de s'adresser à des jeunes filles de 16 ans quand on fait A Place Further Than the Universe. On est Vois-tu, plutôt sur des jeunes adultes. c'est quand même défini pour le plupart du temps comme étant un anime shoujo. Ça me saute pas aux yeux. Bah, en même temps, j'ai une vision du shoujo peut-être un peu caricaturale. En Ouais, même ouais. temps, je pense pas que ce soit un seinen non plus, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est pas un seinen, C'est mais prend plus c'est dans... jeunes adultes pour moi. Ouais, c'est un peu dans la même lignée que Sound Euphonium. Hmm. Enfin, si on en revient au personnage, on avait dit qu'on passait à Shirase, c'est ça? Exactement. Donc Shirase qui, elle, en fait, c'est pas qu'elle connaît pas d'amitié, c'est qu'elle elle en a pas, parce qu'elle a pas le temps. Elle a un objectif. Elle semble peu intéressée. Oui, voilà. Non, non, mais moi, de toute façon, je vais aller en Antarctique. Si je me fais des amis sur la route, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je vais particulièrement chercher. Ah, Même si je me fais des amis sur la route, je suis même pas sûr qu'elle y pensait. En tout cas, moi, l'impression que j'ai eue en regardant le truc, c'est que Marie, elle arrive un peu à s'incruster dans son affaire, mais que elle avait même pas pensé une seule seconde qu'il y aurait des gens pour partir avec elle non plus. depuis toujours, elle fait face à une hostilité et la gentillesse de Kimari qui arrive l'a vraiment changé. Il a fait rendre compte que il y a peut-être d'autres êtres humains que ça pourrait les intéresser. Elle s'ouvre sur les gens. Oui, Mais elle souffre facilement, par exemple, comme elle accepte assez vite le fait que quelqu'un veuille venir avec elle. Elle n'est pas rebutée par avoir un ami. C'est juste que avant ça, elle était tellement centrée sur son objectif et sur la perte de sa mère que les autres humains l'intéressaient peu. Sur faire son deuil en général. C'est vraiment le centre de son histoire. L'amitié est importante parce que c'est à travers cette amitié qu'elle va réussir à le faire, ce deuil, mais c'est clairement son deuil qui passe en premier. parlant de deuil, justement, Hinata aussi, tant qu'à moi, a dû faire un deuil. C'est pas de son plein accord qu'elle a lâché l'école. Puis c'est un point de friction dans la préparation entre moi et Eggs, où Hinata avait de l'amitié, puis la résolution de son arc, c'est de rompre ces liens-là. En fait, moi je dis que elle avait des amis, mais c'était des amis de circonstances. Pas tant des amis qu'elle avait choisis, c'était des personnes, ses coéquipières dans l'équipe d'athlétisme.
Et ces personnes-là l'ont trahi. Ça l'a tellement rebuté qu'elle en a décidé de lâcher l'école et elle en garde des séquelles. Quand elles sont à Singapour, quand elle a perdu son passeport, les filles essaient de... Bon, on va essayer de passer une autre journée, de faire ci, de faire ça. Et Hinata qui ne veut pas, elle ne veut aucune considération. On dirait qu'elle ne veut pas faire partie de l'équipe parce qu'elle ne veut pas être lâchée par l'équipe. Et puis, justement, à l'épisode de la communication en Antarctique, elle décide de rompre les liens. Mais en fait, c'est pas elle. Elle veut le faire, mais c'est Shirase qui finit par le faire. Et puis, c'est ça qui est la transformation d'Hinata, c'est qu'elle permet que les autres puissent l'épauler et l'aider dans sa vie. Parce qu'avant ça, elle est, même si elle est très joviale, très le petit rayon de soleil, la philosophe du groupe, elle garde toujours une distance avec les autres. Elle ne veut jamais s'expliquer, donner son exemple. Elle esquive toujours un petit peu. Je pense que c'est mon personnage préféré de l'histoire, en partie justement pour la résolution de sa trame scénaristique, qui est de dire peut-être que des fois perdre, donc pour moi, comme je te disais, pour moi qui étaient ses amis avant, peut-être que perdre des amis pour des raisons X ou Y, c'est pas plus mal. Et je suis toujours un petit peu déçu parce que malheureusement je trouve que c'est le personnage qui est le moins mis en avant, Ouais. qui a le moins de temps d'exposition et qui a des résultats un peu rushés pour quelque chose qui me paraît très important, qui est de dire non, des fois faut perdre des amis. C'est pas grave de perdre des amis, ça arrive, parce que si les gens n'ont pas été corrects avec vous, on n'a pas forcément à s'accrocher. Dans quelque chose, dans une série qui parle globalement de l'amitié, de l'importance de l'amitié et des bienfaits de l'amitié, il y a aussi ce passage-là qui fait faites attention avec l'amitié. C'est pas tout rose. Et parce que là, toi, Vassigleton, tu disais que Eggs, il avait un point de vue différent du tien. C'est quoi, toi, exactement, que tu voyais Pour moi, en fait, les filles de son club de sport sont véritablement ses amies à la base. C'est vraiment des amis. Mais enfin, veut dire comme c'est pas ses meilleurs amis, c'est pas à la vie, à la mort, quoi que ce soit. Elles ont pas forcément la même profondeur de relation qu'il peut y avoir à la base entre Kimali et Megu. Mais ça reste des amis. C'est juste qu'elles sont à travers leur club. Hinata, a priori, donc l'histoire derrière, c'est que Hinata est très douée et en fait va prendre la place d'un senpai, en gros en faisant des meilleurs résultats. Chose qui est très mal vue. En fait, les senpai normalement ont priorité sur leurs kohai quand il s'agit de participer aux compétitions, même si techniquement les kohai étaient meilleurs. Et ce qui a créé de la tension à travers le club. Et les autres filles faisant partie du club et voulant être bien vues à travers le club, décident de trahir Hinata en parlant à leur senpai, en disant non, on lui a dit de prendre en compte les senpai et d'aller moins vite, d'être moins doué pour pas prendre une place. Alors qu'en fait, elles étaient derrière en train de lui faire « Ouais, vas-y, tu vas y aller, tu vas gagner, t'as raison, donne-toi à fond. » Moi, mon point de vue là-dessus, c'est un peu un mélange de vous deux. Je pense que, en effet, c'est des amis de circonstances, mais en soi, on a pas mal tous des amis de circonstances, parce que faut bien rencontrer les gens à un moment donné. Après ça, effectivement, je pense que ce sont devenus ses amis, mais que par derrière, c'était quand même de la jalousie, de l'hypocrisie, un peu qui en est resté justement au moment où elle a été titulaire dans l'équipe. Le problème, c'est que, de ce que j'ai compris, parce que, en fait, c'est ça le problème aussi là-dedans, c'est que on te montre vaguement ce qui s'est passé, mais on te montre pas le tout. Et je pense très fortement que Hinata s'est fait harceler au final. Ah, Tu c'est vois, ça, oui. parce que tu quittes pas l'école juste parce que t'as trois copines qui ont décidé de voir une senpai pour lui dire oh elle aurait pas dû faire ça. Donc par derrière elle s'est fait harceler à cause de ces filles-là. Et finalement donc c'est plus des gens qui te harcèlent, c'est pas des vrais amis. Donc, Ça, non, bien entendu. c'est ça. Donc là le truc c'est qu'après quand l'autre elle est en Antarctique, les trois filles elles viennent se pointer genre toutes gentilles là à l'espèce de visioconférence. Tu sais, elles attendent quoi? Que l'autre elle leur pardonne. Elles veulent se faire pardonner. Globalement, il y a pas tellement. Enfin, c'est peut-être un des points peut-être qui est le plus discutable dans cet animé, c'est que pas de méchanceté. Alors que dans la vraie vie, il y a des gens qui sont méchants, il y a des salopards, il y a des personnes pas correctes. Et ces filles-là l'ont été à travers leur discussion avec leur senpai.
Mais ouais, elles essayent de venir se faire pardonner, quoi, en Non, en mode, fait, bah non. moi, je l'ai pas vu comme ça, cette scène-là. Je l'ai vu dans le sens que, là, leur pote, elle est partie en Antarctique, c'est médiatisé. Elles se disent, oh cool, on va faire les meufs gentilles, on va redevenir potes avec, et comme ça, on sera les amis de celle qui est partie en Antarctique. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu la scène. C'est genre, devenu une amitié intéressée. C'est peut-être moi qui suis trop fleur bleue. Euh, je- je- Et pour une fois, c'est moi qui vais être entre vous deux. À la base, je pense que c'était justement une amitié intéressée. Ben, intéressée plus de circonstances parce qu'elle était bonne, fait qu'on veut toujours s'associer aux gens qui sont bons dans la vie. Et puis justement, je pense qu'elles en sont venues à regretter sincèrement leurs actions. Elles ont essayé de chercher pardon auprès d'Hinata, sauf que Hinata ne voulait rien savoir. Mais les filles n'ont pas vu Cette facette-là. pas cette facette-là, mais le rejet d'Hinata, elle ne voulait rien savoir. Dans la scène justement où elle raconte son histoire, à ce moment-là, c'est là qu'elle a perdu toute confiance et qu'elle ne voulait plus rien savoir. Ah bah elle a été trahie, et puis dans les grandes lignes, quoi. Ah oui, vraiment. Elle leur faisait complètement confiance. Pour elle, c'était des amis. Et justement, pour Hinata, elle n'a pas fait amende honorable, ou, on va se le dire, Hinata a quand même un caractère aussi tête de cochon que Shirazé. Elle le montre moins, mais elle ne veut pas leur pardonner, mais elle cherche quand même à être gentille. C'est là c'est là son conflit, puis c'est là que elle va évoluer au fait que elle va laisser les autres rentrer dans sa vie quand Shirazé leur dit de piss off durant les répétitions de la visioconférence. Et ouais, donc moi un peu déçu parce que je trouve qu'elle aurait mérité un petit peu plus d'espace. Oui, Toutes les histoires sont définitivement. sympas, mais je pense que c'est ma best girl. J'approuve. Un avis, Shea? Ah, moi aussi, je pense que c'était ma préférée des quatre. Parce que très sincèrement, Marie, elle m'énervait. Genre, je trouve qu'elle réagissait un peu trop. Tu sais, elle a quand même 16 ans là, mais elle avait des réactions, des fois, ça faisait un peu limite sortie du primaire, quoi. Genre au moment où justement l'autre, elle leur fait une. Pardon, je l'appelle l'autre, c'est vraiment pas gentil. Quand Yuzuki leur fait le contrat d'amitié, elle, sa première réaction, c'est juste de se mettre à pleurer, mais genre d'une manière Un peu comédique. vraiment débile. Alors que tu sais, il suffisait juste de dire, bah, à la limite, pleurer, je veux bien, mais la manière dont elle a pleuré, c'était vraiment juste pour dire la fille elle se met à pleurer quoi. Il n'y avait pas Bah, c'est parce qu'elle d'émotion, rien derrière. comprend. Mais après, parce qu'après elle est partie. C'est comme elle se met à pleurer, puis elle explique pas pourquoi elle pleure, mais c'était juste l'histoire que bah, elle compatit du fait que l'autre elle sait pas c'est quoi une amitié, donc elle pense qu'il y a besoin d'un contrat. Mais là, elle fait juste pleurer avec des grosses larmes de crocodile là, du genre oh là là, la vie s'effondre. Alors que pour moi, la réaction appropriée n'aurait pas été. Les autres n'ont pas pleuré, par exemple, elles ont une réaction bien plus normale. Mais ça, c'est parce que t'as pas de cœur, Shea. Non, j'ai pas de cœur, mais là, quand même, pleurer. Ah, Egg, Mais toi c'est non pas. plus. Ça, je me sais que c'est la scène qui m'a le plus trigger un peu là. J'étais comme. Bon, tu en fais trop, madame. Mais c'est un peu tout le long, je trouve qu'elle était un peu too much. Donc Hinata et ma best girl. C'est ça la conclusion de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder? Moi, j'ai fait le tour des miens. J'aurais une question à vous poser à vous deux, je vais répondre ensuite. Est-ce que vous pensez que si Kimari n'aurait pas rencontré Shirazé, elle aurait fini par partir par elle-même à l'aventure? Non. Mais Difficile pas à tout de dire. suite. Je pense elle aurait fini par partir à l'aventure. Clairement pas en Antarctique. Et clairement pas au lycée. Parce que là, il y avait comme une raison de partir. Elle a pris le prétexte que l'autre voulait partir et que il y avait un deuil à. Elle avait son deuil à faire, qu'elle l'accompagnait et que c'était un peu l'occasion d'y aller en fait. Mais est-ce que d'elle-même, elle l'aurait fait en prenant des mois de congé d'école, mettons, non. Est-ce qu'elle serait partie en vacances, toute seule, peut-être. Mais de mon point de vue, elle aurait pas lâché l'école. Enfin, lâché l'école, on s'entend, elle aurait pas pris de congé d'école.
Je sais pas. Pour qu'elle puisse partir à l'aventure, il fallait qu'elle coupe ses liens avec Megu et que elle devienne indépendante. On peut imaginer qu'elle aurait fini par devenir indépendante, mais est-ce que ça aurait pas été l'histoire que ça a été, quoi. Moi, je pense que ça serait arrivé, c'est juste que ça serait clairement pas arrivé d'une manière aussi sensationnelle, mettons. Disons il aurait fallu un autre déclencheur. Parce qu'a priori, d'elle-même, elle y serait pas arrivée. Définitivement, et c'est la critique principale que moi j'adresse à Kimari, qu'elle n'a elle-même pas de but. C'est la protagoniste classique d'anime, où elle est un peu de toutes les couleurs, elle s'accorde avec tout le monde. C'est plus le reflet des autres qui la fait vivre, si on peut dire. Elle réagit aux autres, elle a peu d'initiative d'elle-même. Bah, comme je dis depuis le début, pour moi vraiment c'est ça peut-être qui me dérange un petit peu avec cette histoire, c'est que les personnages existent pour raconter leur relation d'amitié et leur évolution de l'évolution de leur amitié à travers leur relation et pas forcément pour le but d'aller en Antarctique. C'est vraiment on a un perso, on a un point de départ d'amitié, un point d'arrivée d'amitié. Comment est-ce qu'on arrive là? Et derrière, on utilise l'Antarctique comme fond, tout comme on pouvait utiliser le dictionnaire dans Fume Oamu, que le travail à l'édition du dictionnaire pour raconter les relations humaines entre les différents personnages. C'est malheureusement plus visible, je trouve, dans A Place Further Than the Universe. Si on s'arrête à ça. Mais bon, après, l'histoire est tellement sympathique, quoi que ce soit, que on accepte que ce soit ce deal-là, et puis on y va, quoi. C'est pas non plus. C'est pour ça que je disais une critique sans en être une véritablement. C'est que, bah oui, il y a des personnages qui servent une histoire. Faut les utiliser. Mais comme tu dis, l'histoire est tellement bien comme... Au début, quand je l'ai regardé, moi j'ai rushé ça en 2 soirées, il me semble. J'ai vu les 6 premiers, puis les 6 derniers en 2 jours. Puis, sincèrement, j'ai dévoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que sur Anime, j'ai mis un 8 ou un 9, un truc comme ça. Puis, c'était vraiment relax et sur le coup, j'étais comme... J'ai pas vraiment de critique à donner. Maintenant que j'ai la tête reposée et tout, effectivement, il y avait quand même deux trois petits trucs. Mais c'est vraiment pour donner deux trois petits trucs en soi. C'est pas... Ça reste un animé très très agréable à voir. Oui, non, il a. En plus, bah, si je me souviens bien, Crunchyroll l'avait classé dans le top 25 des animes des années 2010. Alors, c'est quand même pas rien, quoi. Dans les années 2010, il y a eu beaucoup d'animés pour atteindre le top 25. Il a eu plusieurs prix aussi à l'international. Plusieurs journaux l'ont classé comme étant le show à suivre, tout mélangé. Je veux dire, en face de trucs comme Game of Thrones ou d'autres séries. Ça faisait partie des choses à regarder. Donc ça. Non, non, il y a. Le New York Times l'avait justement mis sur sa liste courte pour cette année-là. Tout comme ils l'ont mis sur leur liste courte pour l'année passée, Hands Off Ezoken. C'est quand même pas rien. Non. Moi, le seul gros défaut que j'ai trouvé, c'est qu'on voit pas assez de pingouins. Ah, mais on a appris que les pingouins ça pue par contre. Mais qu'elle Ouais. est heureuse. Et qu'il faut pas les approcher à moins de 2 mètres. D'ailleurs, parlant de la fille qui aime les pingouins, comment avez-vous trouvé le traitement du deuil dans cet animé-là? Parce qu'on s'entend que le deuxième plus gros morceau, après l'amitié, c'est le deuil de Shirazé. Mais moi, j'ai l'impression que, au départ, quand même, elle dit qu'elle part pour retrouver sa mère. Et on sent que elle sait très bien qu'elle ne retrouvera jamais sa mère. Et donc, quand elle découvre l'ordinateur, j'ai l'impression que le deuil est quand même pas mal fait déjà, mais que c'était un peu le point culminant. C'était la dernière étape, mettons. Globalement, je trouve ça un peu convenu en fait. Mais encore une fois, c'est pas. C'est le fond scénaristique du personnage, mais c'est pas ce qui nous intéresse plus que ça. Après, c'est bien traité, il y a de l'émotion. Je veux dire, on comprend comment ça fonctionne, on comprend ce qui se passe.
Ils en font pas des tonnes, ils sont pas non plus en mode oh bah c'est bon, ma mère est morte, c'est pas grave, je me barre, je vais faire un tour là-bas pour aller voir si j'y suis. Mais ouais, c'est pas. Au final, c'est bien traité, les scènes sont jolies autour, mais c'est pas ce dont je me rappelais de l'anime. C'est pas le traitement du deuil n'est pas le point central de l'anime. Effectivement, ce serait plus son thème secondaire. Ça prenait quand même un prétexte à Shirase pour pour vouloir partir en Antarctique. Moi, j'ai plutôt bien aimé ça. Souvent on parle d'un deuil d'un parent. Pour elle, le temps s'est arrêté et c'est la seule chose qui la maintient en vie ou presque son désir de partir en Antarctique. Elle doit y aller, elle doit avoir la réponse. Et c'est quand elle va retrouver le laptop et que les courriels arrivent et que les larmes arrivent que c'est là qu'elle finit par trouver l'acceptation que sa mère est partie et qu'elle doit continuer à vivre pour elle-même à la place. Oui. Non, c'est bien fait, il y a pas de souci. C'est ça. L'ordinateur, c'était la dernière étape pour elle, puis maintenant elle a fini, c'est le temps de bouger, puis c'était émouvant par exemple. Hein. Je pense que j'ai pleuré aussi moi quand on s'y attend là, mais moi Ah non, non, tu m'avais dit j'ai que pas de cœur, tu n'avais pas pleuré. mais ça m'a quand même fait un petit truc. J'ai pas pleuré? C'est remué. Ah, tu avais dit que tu n'avais pas pleuré. Ah oui, non, j'ai pas pleuré, ça m'a remué. Moi, c'est la scène de fin qui m'a donné des feels avec les aurores boréales puis tout là. Ah, il y a aussi il y avait, la scène de fin quand elle se dit au revoir à la gare. J'ai l'impression que c'est un au revoir pour toujours, on ne se reverra jamais. Et, Et on ne saura pas. et non. Il n'y a pas eu de contrat d'amitié, fait que pas besoin. Aucune preuve que ça va pas. Mais après, si c'est, mettons, s'il y avait une suite et qu'elle se revoyait jamais, je trouvais ça quand même beau comme. Je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, je trouve qu'il y a des choses. Tu rencontres des gens, ces gens sont là pour une période d'un truc, et après, tu les revois jamais, mais tu t'en souviendras quand même toute ta vie, puis même si tu leur parles plus, ce sera des gens qui t'ont accompagné dans quelque chose, qui t'ont apporté quelque chose, et que tu porteras toujours avec toi, comme. Et ben, si c'était le cas, ça s'appellerait 5 cm par seconde. Si tu l'as vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Est-ce que on a fini pour le coup avec ça? Est-ce qu'on passe à la technique? Oui, je pense qu'il est temps. Ouais. On a déjà 1 heure. Bon, on a des trucs à couper, mais on est bien là. 1h10. Côté technique, c'est Madhouse. Hein, donc, comme on a parlé avant, moi, tu me sors les mecs qui bossent avec Satoshi Kon. Tout de suite, je suis relativement content. Des choses que j'aime bien noter, c'est je sais pas si vous avez remarqué, le liseré blanc qu'il y a autour des personnages. Le contour? Oui, ils ont Oui. toujours un contour blanc qui donne une impression un petit peu de collage au final, de surimpression. C'est pas moche, hein, c'est pas désagréable Moi, du tout. j'ai beaucoup aimé ça, ouais. Oui, non, ça fait différent. En fait, je trouve que ça donne plus l'impression de relief que l'impression de collage. Oui, oui. On est habitué de voir le lignage noir, le voir l'exact inverse de couleur, c'était. Bah, il y a le lignage noir en fait. Il est présent parce que la coupure entre le blanc et le décor est faite par un trait noir. Mais il y a toujours ce petit côté, ce petit trait lumineux blanc, vraiment blanc de chez blanc, qui est présent sur les cheveux, les vêtements, les trucs comme ça. Mais après, globalement, c'est pas mal dans le style de Shizuka Atsuko, comme on a pu le voir avec No Game No Life, où c'est plus calme que No Game No Life, parce que là, on est sur un univers réel, dans le monde réel, donc il y a moins de couleurs dans tous les sens, mais à chaque fois, on a des personnages qui sont définis par leur couleur, enfin qui ont une couleur qui les définit plutôt, devrais-je dire. Shirase le rouge, Hinata le vert, Yuzuki le bleu et Kimari le orange. Et oui, et comment la directrice de l'expédition en noir, toujours très joyeux. Il y a aussi une très très grosse utilisation des effets de lumière. En même temps, la scène s'y prête bien. L'Antarctique, je pense que c'est pas mal pour en prendre plein les yeux. Mais on reconnaît vraiment la DA de Shizuka, je trouve. Personnellement, je la connais pas trop, donc je peux commenter.
Mais c'est effectivement une DA qui est plutôt unique en son genre. C'est un peu rafraîchissant. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que le rythme est très très bien maîtrisé. En général, il y a pas d'épisodes qui ne servent pas en fait. Il n'y Non, a pas de moment où on se dit ça sert à rien, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça. Il y a toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des actions qui vont faire progresser les personnages, soit dans leur objectif, soit dans leur évolution. C'est très 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 bien fait là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi, le rythme est vraiment vraiment très bon. Il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun moment où on se fait chier, où on se dit bon, vivement qu'on passe à la suite, comme dans One Piece. Ça lâche les mauvais mots. Ouais, ça y est, il n'y a plus personne qui va écouter le podcast. Et musicalement parlant, bah pour le coup, encore une fois, et je vous promets, je vais faire en sorte que ce soit pas le cas la prochaine fois, c'est sympa, Mais c'est tout. mais ça m'a pas non plus retourné. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un usage judicieux dans la répétition des insert songs. Je pense qu'il y en a 2-3 et on les réutilise à certains moments clés, tout le temps dans le même mood, et ça finit juste par habitude, ça donne une espèce de réflexe de ramener ce mood-là qui vient nous chercher, entre autres la chanson qui joue durant l'aurore boréale, je me trompe pas. C'est la culmination de chaque moment où cette chanson-là a joué. L'opening, en parlant de musique, est juste parfait. Par contre, je dois dire, il colle vraiment très bien. Il y a un très gros boulot dessus. Il colle très très bien à l'anime. C'est du très bon boulot, encore une fois. Oui, non, ça synthétise bien. Et l'animation du générique d'ouverture synthétise excessivement bien les personnages et l'ambiance que l'émission veut apporter. Parce qu'au final, comme je disais tout au début là, que le générique il est trompeur parce qu'on a l'impression que c'est 100% en Antarctique leur aventure. Mais justement, ça contrebalance le fait que ce soit pas du tout au complet en Antarctique, je trouve. Mes scènes de pingouins sont dans le générique. Elles sont là. Elles sont aussi à On l'épisode met 13. du temps avant de voir de la neige. Hein. Puis justement, je trouve que c'était un des trucs que j'avais trouvé un peu dommage, c'est quand tu vois l'animé, en fait, quand elles sont en Antarctique, t'as pas justement de petits moments où tu les vois un peu faire les petites filles de lycée qui font des conneries, qui sont en voyage. En fait, le générique est là pour ça. Par exemple, la scène de fin du générique, quand les trois elles prennent les quatre prennent une photo, t'en as trois derrière, puis l'autre qui fait semblant, genre qu'elle vient les manger là. Moi, j'aurais apprécié d'avoir plus de scènes comme ça dans l'animé parce que je trouvais que ça faisait un peu plus genre voyage vibes. Ouais. Peut-être Mais qu'ils en ont profité parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas le temps de mettre ça. ces scènes-là dans C'est pour ça, ils l'animé compensent pour bien. les mettre. Ouais. Donc j'ai pas regretté genre je me suis dit ah c'est dommage, mais j'ai pas eu une frustration créée en me disant ah bah il y en a pas eu du tout. Le générique était là pour ça, avec la musique qui collait vraiment bien à l'Antarctique en fait. Est-ce qu'on a fait le tour du tour? Oui. On passe à la conclusion. Hein. Si il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ah, On voit des posters de No Game No Life partout dans tous les épisodes. mais si on l'a dit, on en a parlé. On en a parlé vite. Oui. Dans Moi, je tous le les dis épisodes? clair et net, dans presque tous les épisodes, il y a un poster de No Game No Life ou une figurine. Ah, j'en avais noté seulement qu'un. Ah non, moi, Il y en a plusieurs, fois. il y en a plusieurs, c'est sûr. Ah, c'est dommage de devoir re-regarder l'anime. Ah, zut alors. Conclusion? Ja, Bon, c'est à regarder. Hein. Définitivement. évidemment. C'était quand même un bon moment. L'histoire est très sympathique, les personnages sont très attachants, et on en prend plein les yeux durant les 12 épisodes. 13. 13, pardon, 13. On en prend plein les yeux durant les 13 épisodes. Ça fait partie. Je comprends pourquoi ça peut faire partie d'un top 25 sur les animés de 2010. Il y a sûrement plein d'autres choses à te mettre dedans, mais ça me va. Non, c'était un bel animé, simple, bref, efficace, sans prise de tête, c'est léger. C'est vraiment parfait comme... Moi, en ce moment, j'ai des grosses journées de travail, puis sincèrement, c'était un peu mon petit moment détente. Parce qu'il y a des animés... Pendant 2 jours. Hein. Ouais, enfin, 2 jours. Ouais, mais c'est quand même 3 heures par jour, à peu près 2 heures par jour 3. un truc comme ça. Donc là, en effet.
Je sais plus ce que je voulais dire parce que tu m'as coupé là-bas. Désolé. Ah oui, c'est ça. Désolé. J'ai retrouvé. Y a pas de trouble. Parce que tous les animés sont sympas et détentes, tu vois, mais il y a des animés où t'es tellement à fond dedans et investi que c'est pas la vraie détente. C'était comme Midoriya, qu'est-ce que tu fais? Alors que là, c'était vraiment se laisser porter. Ah, Midoriya de Senseiya, tu parles, c'est ça? Absolument. Midoriya de Boku no Hero Academia. Oui, Voyons donc. bien entendu. Comme disait Eggs, ça peut trouver sa place dans le top 25. Eh bien, pour moi, ça trouve sa place dans mon top 3. C'est un animé que je recommanderais à des néophytes. Quelque chose qui s'écoute bien, même en famille. Une histoire qui est assez universelle et très inspirante. Je veux dire, partir d'un voyage en Antarctique, c'est quelque chose d'immense. Puis ça donne envie de partir à sa propre aventure, même si on part pas aux confins du monde. Mais écoute, d'ici, le Groenland, c'est pas trop loin. Au pire, il y a le Nunavut. Ouais, Ça se ouais. joue. Mais on partirait au Japon à la place, un peu plus loin, D'accord. C'est toi qui décides. Hein. certainement. Tu es Shirase et je suis Marine. Au Japon! Au Japon! Ja, minasan. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de Anime no Klasu. Le prochain, c'est Eggs qui va le choisir, donc c'est l'heure de nous révéler celui que tu nous as choisi. Alors, j'ai cherché à suivre un peu le même genre de ce que vous avez choisi, à savoir un animé avec une toile de fond qui va servir à parler de l'évolution entre les relations entre des personnages. J'ai choisi comme toile de fond le jazz. Vous voyez pas Suspense. l'animé? Ah oui, je sais ce que tu Pardon? s'en vas. Moi, je sais pas. Et l'animé, ce sera Kids on the Slope, aussi appelé Sakamichi no Apollon. Ereshi. Excellent, c'est sur ma liste. Non, je suis vraiment contente parce que c'est sur ma liste aussi, puis j'ai jamais pris le temps de le regarder. Eh ben, vous allez prendre le temps. Yeah. Avec plaisir. Ce sera ça. Bah, parfait. C'est le moment de dire au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Bye À la bye. prochaine, chers auditeurs!